Bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne. Voilà, comme tous les soirs, rendez-vous sur metatv.org. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés, hein, l'Invisible, Alasso, Manitei, Daniel, Cyrine, Ozzy, Zinzel, Fay, Basilicman, etc. Salut les gars, donc soirée spéciale américanisation. Donc américanisation, mondialisation, si on peut dire, puisque tout ça est une espèce de grand concert, une grande symphonie où chacun a son instrument, mais c'est la même musique. Donc cette américanisation des esprits, américanisation de la culture, s'accompagne d'une américanisation évidemment politique, américanisation institutionnelle, etc., à tous les niveaux. Et ce projet qu'on pensait certainement anodin dans les années 70-80, où on voyait une américanisation, mais comme une forme d'influence culturelle un peu presque naturelle, c'est-à-dire comme un espèce de phénomène dont on ne maîtrise pas vraiment l'étendue. Et pourtant, on s'aperçoit qu'il y a au contraire, une volonté, une politique derrière. Donc c'est quelque chose de complètement pensé, quelque chose de prémédité. Il n'y a pas de hasard en fait à l'américanisation. L'américanisation des esprits, l'américanisation culturelle, elle accompagne de la même façon l'américanisation au sens politique, c'est-à-dire la domination, l'absorption et la soumission de tout le continent européen aux intérêts géostratégiques américains et à on va dire, à la conduite d'une certaine politique de domination d'un empire qu'on pourra appeler anglo-américain, en gros, mais dont le centre, l'épicentre se situe de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc cette américanisation rampante, hein, ça a commencé, on peut dire, déjà à partir de la Seconde Guerre mondiale, hein, je veux dire, avec le débarquement des Américains en France. Alors c'est vrai qu'ils étaient venus déjà à la Première Guerre mondiale. Il y a déjà des choses qui sont visibles dans l'entre-deux-guerres, mais là où ça prend une tournure absolument claire et nette, c'est la Deuxième Guerre mondiale, avec évidemment le débarquement américain qui emmène dans leur bagage toute la culture américaine, les chewing-gums, les cigarettes blondes et tout ce qui va avec, et tout le folklore américain qui est déjà assez présent dans l'imaginaire, hein, le cow-boy, etc. Vous savez, ils sont grands. On a des témoignages, hein, donc des Français qui ont vu arriver ces Américains, et puis ils paraissaient tous grands, bien nourris, bien, etc. Donc c'était un peu le super peuple, quoi. Et cette américanisation rampante, elle a continué, quoi. Il y a eu une américanisation des esprits, américanisation culturelle. Et puis au fur et à mesure, on a commencé à décrypter, alors ça c'est un phénomène plus récent, de décrypter les réseaux, hein, qui ont servi, qui ont été on peut dire les épines dorsales un peu de cette américanisation, et qui ont pendant des années œuvré, on va dire, usé de propagande constante pour chacun dans son secteur imposer les thèses, hein, qui étaient concoctées ailleurs. Hein, voilà. Alors, je veux dire, on sait bien que le projet de l'Union européenne, c'est un projet qui a été complètement aux mains des Américains, mais il n'y a pas que ça. Il y a toute cette attaque, hein, avec le cinéma. Donc les fameux accords Bloom-Burns, pour ceux qui connaissent, les fameux accords Bloom-Burns, c'est quand même assez extraordinaire, ces accords où les Américains nous demandent clairement, voilà, vous avez, comment dire, vous avez besoin d'argent, nous, effectivement, votre pays est détruit, on vous ramène des fonds, du capital, du crédit, parce qu'évidemment, cet argent qu'on nous prête, il est à crédit, hein, c'est pas un cadeau, hein, c'est un crédit. Un crédit, vous le remboursez. Hein, c'est pour ça que quand on nous parle toujours de dette des Américains, la dette a été remboursée. Après, on va parler d'une dette morale. Une dette morale, ça c'est autre chose. La dette morale, ça, c'est parce que pendant longtemps aussi, ça fait partie du processus des Américains venus évidemment sauver la France
Et les Français seraient évidemment redevables ad vita aeternam devant toutes les générations, puisque sinon la France n'existerait plus. Et cette arrogance même qu'ils prétendent qu'on leur affiche, euh, on leur devrait notre indépendance, évidemment, grâce à leur intervention. Et donc, c'est vrai qu'historiquement, hein, la France était détruite, occupée hein, par l'Allemagne. Hein, c'est un fait historique établi. Sans l'intervention anglo-américaine sur le continent, il paraît évident que la France ne serait pas libérée. Maintenant, l'histoire ne prouve pas qu'elle n'aurait pas pu se libérer sur la longueur, parce que il ne faut pas croire que la résistance se serait organisée dans toute l'Europe. Enfin, je veux dire, cet empire nazi, oui, ça aurait été particulièrement ingérable. Alors oui, c'est vrai qu'il aurait pris certainement une tournure de plus en plus autoritaire, mais je ne vois pas comment il pouvait être déjà plus autoritaire que ce qu'il était, mais ça paraissait, voilà, de toute façon, particulièrement mal parti, mal joué. Alors, alors voilà, vous êtes tellement réactif. Hein, là, comment dire, voilà, on me dit respect pour la ponctualité. Il y en a qui remarquent effectivement que nous sommes souvent à l'heure, je dois le dire. Et on me dit, voilà, l'américanisation. Les Américains, en échange du plan Marshall, ont demandé l'ouverture totale des cinémas aux films américains. Voilà, c'est Chalas, bah, c'est le fameux accord Bloom-Burns. Alors en plus, on n'a rien vu venir. C'est vrai qu'on a joué un peu, genre, ah bah, vous voulez que ça? Oh, bah, c'est que le cinéma, allez. Oh bah, c'est... Et là, il paraît que même, ils se demandaient, bah, ils veulent que ça, du cinéma. Le cinéma, ils sont sérieux, ah bon? Ils ne voyaient pas venir, hein, si j'ose dire, le renard dans le poulailler, quoi. Là, ils ont fait rentrer absolument le loup, quoi. Hein, mais sans s'en rendre compte, hein, ils rentrent par la porte du cinéma. Ce qui est aussi, voilà, une vraie stratégie de séduction. D'ailleurs, on ne répétera jamais assez hein, cette phrase d'un responsable du Pentagone qui disait que, de toute façon, Hollywood et le Pentagone ont le même ADN. Donc, on voit bien que cette ouverture du cinéma français, elle n'était pas demandée au hasard par les Américains. Il y avait voilà, un plan, un agenda par derrière de formater cette nouvelle culture française et en tout cas de la faire venir et qu'elle adhère à ces valeurs américaines, valeurs déjà bon pour on va dire une espèce de vision comme ça, une bonne vision de l'Amérique, une vision on va dire assez détachée, et puis aussi, et ça c'est le plan à long terme, enfin à long terme, mais qui a bien fonctionné, que les peuples européens, en particulier les Français, adhèrent à certaines valeurs aussi capitalistes, néolibérales, de consumérisme très poussé. Voilà, ça fait partie aussi de la chose. Et ça a complètement fonctionné. Voilà, on me cite aussi à Sandax qui me dit Walt Disney. Walt Disney, voilà, un grand, grand propagandiste, hein, fait partie absolument de l'arsenal culturel américain qui formate donc les enfants dès le plus jeune âge. Puis en plus, vous savez, Walt Disney bénéficie comme ça d'une espèce de, de, de nuage de sainteté. Hein. Il y a les gens ont horreur qu'on s'en prenne à Walt Disney. C'est comme si on était un affreux méchant qui veut dévorer les enfants, alors que Walt Disney, il mérite qu'on aille creuser ce qu'il y a derrière, parce que ce sont des films voilà, destinés effectivement à la jeunesse, donc c'est le formatage, hein, donc on peut appeler ça comme ça, un véritable formatage de la jeunesse, et ce formatage, on voit bien que il mène à comment on pourrait dire, eh ben, à une espèce de libération, ouais, libération, je ne sais pas si le mot est bien choisi, peut-être une perversion des esprits dès le plus jeune âge. Avec en particulier, alors ça, Walt Disney, ils se sont fait épingler là-dessus plein de fois, on va dire, une espèce d'approche du sexe assez délurée pour des enfants de cet âge, quoi. Et ça, dans de nombreux dessins animés, où on a, par exemple, les personnages qui sont souvent... alors, ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui a été hein, remarqué par plein de gens qui ont étudié ces dessins animés. Souvent, les enfants, dans les films de Walt Disney, ils sont soit abandonnés de leurs parents, soit leurs parents sont très méchants, soit ils sont morts. Donc déjà, il y a une volonté d'isoler donc et de casser le cercle familial. Ça, c'est vraiment mais constant dans Walt Disney. Alors, vous pouvez analyser vos dessins animés préférés, vous verrez.
Et ensuite, il y a une représentation de la femme, une représentation de la féminité qui est toujours connotée sexuellement avec des femmes qui sont plantureuses, vous savez, avec des grosses poitrines, hein, des fesses charnues, etc. Des choses qui sont pas du tout, vous savez, dans l'imaginaire d'un enfant. Mais pourtant, là, qui formate donc son conscient, son subconscient, dans une certaine vision de la femme, mais aussi, donc les femmes et les petites filles qui regardent ça, elles aussi s'influencent aussi dans cette vision donc très consumériste, très, vous savez, voilà, le fashion, voilà. Donc c'est très, voilà, tout petit que ça commence. Voilà. Il y a Pirate du Bitume qui dit, voilà, Fantasia, tout juste énorme. Ouais, mon cher Pirate, exactement, voilà, Fantasia, c'est énorme. Euh, Ozzy, ce qui m'énerve aussi, que les films de guerre où les Américains sont les gentils, les Arabes les méchants, c'est tout le temps comme ça. Oui, et d'ailleurs on passe un reportage, on a passé plein de fois ouais, Hollywood et les Arabes, où on voit bien que l'image voilà, des Arabes dans le cinéma américain, elle a été complètement mais pervertie, complètement, on a donné une image de terroriste, donc vous avez fait, voilà, à chaque fois qu'on a mis un Arabe quelque part, d'ailleurs, ils en mettent à toutes les sauces. Hein. C'est-à-dire qu'on vous fait, par exemple, il y a une scène hallucinante dans Retour vers le futur, dans le 1, où à un moment donné, on ne comprend pas, il y a des terroristes au moment où ils doivent s'en aller, il y a des terroristes libyens, on ne sait pas, genre, terroristes libyens aux États-Unis, non mais permettez-nous de rire, hein, c'est plutôt les terroristes américains en Libye dont il faudrait parler. Alors, je ne sais plus qui a dit que les USA sont le seul pays qui se soit passé directement de la colonisation au déclin sans passer par l'étape de civilisation. C'est trop vrai, même si on a tendance à penser le contraire. Propagande oblige. C'est Zinzel qui nous dit ça. Ben, je trouve ça excellent. Tout à fait. Un pays qui est passé, mais c'est excellent, exactement, de la colonisation au déclin, sans la période de civilisation. Et en même temps, un empire à dimension mondiale, donc c'est la première fois effectivement, enfin, à notre connaissance, dans l'état de nos connaissances, que dans l'histoire de l'humanité, on a un empire donc à dimension mondiale. Sans oublier Hollywood et les Arabes, voilà, bah, j'en parlais juste un instant, Canal 30. Euh, Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, avec leur histoire de science-fiction d'être allés sur la Lune, ils ont coulé l'URSS pour garder les marchés internationaux, alors que l'URSS était tout point au-dessus spatialement. Et là, c'est tout le marché qu'ils veulent garder pour eux. Ils tuent, détruisent tout sur leur passage et abrutissent avec Walt Disney. C'est Brady qui nous dit ça. Voilà, c'est vrai qu'il y a une... De toute façon, c'était la volonté dans les années... depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, hein, voilà, ce qu'on a appelé la guerre froide, hein, vous savez, l'opposition entre les États-Unis et l'Union soviétique, qui s'est, on va dire, concrétisée, ou on va dire soldée par une presque victoire américaine, parce que c'est ce qu'on a cru à la fin de 1990, quand le mur de Berlin s'est effondré. Donc, quand il y a eu l'effondrement du mur de Berlin, on a senti que les États-Unis avaient le dessus et que finalement c'était le grand empire gagnant entre les deux géants qui s'opposaient. Et pour le coup, les États-Unis, la Russie depuis Poutine, elle est quand même revenue, en tout cas sur le plan international, sur le plan militaire, redevenue un peu, si j'ose dire, la Russie d'antan. Hein, et Poutine et la Russie est redevenue, on est retombé un peu dans la guerre froide. Finalement, on s'aperçoit que cette guerre froide ne s'était pas soldée. Hein, c'était juste en éveil. Et puis les États-Unis ont failli faire basculer à l'époque la Russie du côté de leur camp. Et c'est ça qui a échoué. Finalement, le Poutine a fait capoter cette tentative de basculement de la Russie. C'est peut-être bien pour ça qu'aujourd'hui, en plus, l'Ukraine paie les pots cassés, si j'ose dire. Alors, on n'en parle jamais à l'école, mais il semble bon de se penser sur le financement des Américains envers le régime nazi. Au final, si tu suis une certaine logique, ce sont des traites, car les Américains se sont retournés contre eux en entrant en guerre du côté de la France, l'Angleterre. Exactement, Scorpion. Et alors, on voit aussi carrément un plan machiavélique de domination. Hein, ce plan, il est très bien expliqué. On passe un reportage qui dure 2h30 sur ce thème-là, où on explique très bien dans ce reportage comment, effectivement, les financements américains dans l'entre-deux-guerres
ont apporté tout ce qu'Hitler avait besoin. Je veux dire, d'un point de vue industriel, d'un point de vue financier, etc. Toutes les entreprises américaines travaillaient avec l'Allemagne, effectivement. C'est Ford qui fabriquait les chars, etc. On leur a donné toutes les technologies, etc. L'Allemagne a connu un boom du régime nazi grâce au fonds américain et à l'investissement américain et à l'investissement aussi des banques américaines et de certaines banques juives américaines. Alors ça, c'est le tabou absolu, mais pourtant, c'est la réalité. C'est une réalité. Et là, on en vient à se poser, effectivement, quel était l'intérêt de ces gens-là, quoi, l'appât du gain juste, et des millions de morts sur la conscience. C'est parce qu'ils savaient très bien, quoi, ce régime nazi, en le renforçant, en lui donnant les moyens, qu'Hitler allait provoquer une guerre terrible. Mais c'était évident, Hitler a annoncé qu'il allait réarmer, etc., machin. Tout le monde le savait. La guerre s'annonçait. C'était évident. Voilà. Alors, se pencher sur le financement du régime nazi amène à de grosses surprises. Il ne faut pas hésiter à étudier cette période. Tout à fait, Daniel. Ça remet tout en cause. Voilà. C'est pour ça que c'est tout à fait raison de dire que c'est important de s'intéresser à cette période parce que ça remet en cause après cette vision un peu simpliste de la Seconde Guerre mondiale avec des gentils, des méchants et d'avoir un discours un petit peu plus nuancé. Nous, qui n'avons pas vécu cette période et qui pouvons avoir maintenant accès à pas mal d'informations sur cette période, puisque les choses sont aussi en train de se débunker, on ne peut pas porter le même regard que les anciens sur ce qui s'est passé. Et forcément, on doit faire ce travail de s'intéresser, de savoir, de comprendre les causes. Parce que c'est trop facile, effectivement, de dire « Ah ben oui, les Allemands sont tous des nazis, d'affreux méchants. » Mais ils ont été financés. L'Allemagne, en plus, a été dans un piteux état. Hein. Quand Hitler il a repris l'Allemagne, vous savez très bien, c'était à l'époque de cette république de Weimar décadente complètement, où il y avait, on était obligé de se travailler avec une brouette de marque pour aller acheter le pain. Donc c'était ça, l'Allemagne. Hein. Donc forcément, Hitler, qui l'a financé, l'Allemagne qui redevient une des plus grandes puissances mondiales en quelques années. Hein. Donc voilà, avec tout ce qu'il fallait pour faire une grande guerre. Hein. Et ça, il ne pouvait pas l'ignorer. Il ne pouvait pas l'ignorer. Je veux dire, quand Ford il fabrique des tanks, il se dit bien qu'à un moment donné, quand je fabrique des milliers de tanks, c'est bien pour m'en servir. Bon, faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles aussi. Ça, ce serait l'argument juste, oui, oh non, mais attends, ils vendaient des tanks pour faire de l'argent. Non, ils savaient très bien ce qui allait se passer. Donc, et derrière ça, on voit qu'il y a donc un agenda, parce que ces gens-là ne peuvent pas ignorer. Hein, et donc, ils ne peuvent pas ignorer qu'il y a bien un agenda planifié. Alors là, c'est le suprême complot, parce qu'on va dire, ah oui, ça veut dire que les grands événements historiques comme ça, bah oui, ils sont forcément déclenchés par certaines personnes. Hein, quand on pense au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'invasion de la Pologne. Qu'est-ce qu'est devenu la Pologne après la Seconde Guerre mondiale? Elle a été complètement abandonnée. Hein, je veux dire, les Français se contrecarraient du sort de la Pologne après la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, qu'elle est passée côté soviétique. Hein. Et puis on a tout décalé, vous savez, on a décalé les frontières, la ligne Oder-Neisse, tout ça, on a décalé, il y a eu des millions de gens qui ont été déportés, etc., enfin qui ont été expulsés parce que le pays, les lignes changeaient, etc. C'est une catastrophe humanitaire sans nom, évidemment, hein, tout ce qui s'est passé à cette époque. Alors là, c'est savoir qui a financé tout ça, qui était derrière tout ça, qui avait intérêt à ce que le régime nazi arrive au pouvoir pour provoquer cette guerre, eh ben, il faut s'y intéresser. C'est clair et net. Alors, qu'est-ce que me dit? Les travaux d'Aude de Kéros sont intéressants sur le rôle des États-Unis dans la destruction de l'art moderne européen. C'est Maxno qui nous dit ça. Maxno, eh ben, donc je ne connais pas cette dame, mais pourquoi pas, parce que les Américains, effectivement, sont allés sur tous les fronts dans cette destruction. Alors, il y a Nasrallah Pendragon qui nous dit, pour comprendre intégralement le concept culturel d'américanisation, il faut appréhender le concept philosophique de post-libéralisme, libéralisme triomphant, voilà, notamment développé par Alexandre Dugin. Il s'avère que la victoire du libéralisme a coïncidé avec sa fin, c'est le paradoxe. Mais ce paradoxe n'est qu'apparent. Voilà, donc oui, effectivement, ce libéralisme absolu hein, qui avance, faut se rendre compte quand même que ce qu'était la France, imaginons il y a 30-40 ans,
le système économique dans lequel elle était, je veux dire, il n'y avait que des structures d'État, tout appartenait quasiment à l'État, en tout cas les grands secteurs de l'économie, il y avait un service public très important, énormément d'industries, de sociétés, d'entreprises publiques de très grande envergure, il y avait une grande recherche, on avait un système de santé et d'éducation classé parmi les meilleurs du monde, parce que entièrement public. Aujourd'hui, il faut quand même faire le bilan. Hein, et donc il y a eu cette libéralisation à marche forcée, alors à libéralisation imposée via l'Union européenne, mais quand on sait qui est derrière l'Union européenne, qui tire les ficelles de cette Union européenne, on voit bien que de toute façon l'intérêt des grandes multinationales américaines, justement, c'est de faire sauter ces frontières, de faire sauter tous ces verrous qui tenaient les pays. Et la France était une certainement de leurs conquêtes avec laquelle il se régale, il se goinfre, si j'ose dire, sur le dos de la France. Alors, il y a sa sainteté Sainte-Quenelle qui dit, voilà, bonsoir Tepa, je crois que le clivage Russie-USA, c'est la même chose que le clivage gauche-droite. Les gens s'enflamment sur Poutine, mais seulement parce qu'il est en face. Personnellement, je ne veux plus de l'oligarchie, je veux pas plus de l'oligarchie russe que de l'oligarchie judéo-occidentale. Voilà. Donc, oui, tout à fait, oui, c'est aussi... mais on est obligé de tomber dans ces oppositions-là. Malheureusement, j'ai envie de dire que presque, c'est action-réaction, c'est la politique agressive des uns, force les autres à faire des blocs, etc. On est, peut-être effectivement dans un faux clivage, mais dans une confrontation totale, il y aura bien deux camps. C'est toujours ce problème des deux camps dans la guerre. Et Poutine, pour le moment, en tout cas, il donne le chemin, on va dire, en tout cas dans la politique qui est donnée, d'être beaucoup plus respectueux, en tout cas, du droit international et de la souveraineté des nations, et attaché justement à ce concept qui est primordial, qui est le fondement même du droit international, mais on va dire de la bonne gestion. Si on parle d'empêcher des guerres, il faut déjà commencer par le fait que tous les pays doivent se respecter. Et en particulier, justement, les pays les plus puissants ne doivent pas envahir, provoquer des guerres, et comme ils le font, les États-Unis usent, abusent de tout leur pouvoir pour cette domination mondiale, et il est normal que les autres grandes puissances, il n'y en a pas, on est sur la Terre, on n'est pas sur Jupiter, il y a encore, il y a deux grosses puissances, on va dire en devenir, mais qui sont déjà des grosses puissances, il y a la Russie forcément et la Chine. Hein, et puis peut-être demain l'Inde et le Brésil aussi, qui sont voués à devenir des très 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 gros pays, mais qui sont confrontés encore à des défis énormes, mais qui sont effectivement voués à devenir des énormes pays. Et donc, dans tout ça, oui, les États-Unis sont une espèce de puissance qui impose sa force par cette domination militaire absolue et qui impose cette loi du libre-échange et met les pays en esclavage par la dette et par ces systèmes de consommation. Alors, vous me dites quoi encore? Il y a Rothschild, Rothschild est-elle la famille qui a financé le nazisme, c'est QSR? Bah, on sait qu'ils ont participé. Il n'y a pas que Rothschild, mais il a participé, Warburg, etc. Mais il y a tout un tas de gens qui étaient mandatés aussi par les banques. On sait que même la famille de l'ancien président américain, Prescott Bush, on sait qu'il y avait le père aussi de Kennedy, etc. Donc ça montre bien que tout le milieu bancaire américain, le grand milieu financier, a fricoté avec le régime nazi, bien évidemment. Bien évidemment. Ce sont les Américains qui ont, en plus, hein, pour aller au fond de l'histoire, non seulement ils ont financé le régime nazi dans l'entre-deux-guerres, au même moment où l'Allemagne, elle, ne payait plus ses dettes de guerre. Et vous savez ce qui s'est passé, la France et la Belgique ont envahi la Ruhr pour aller, si j'ose dire, se servir en nature, puisque l'Allemagne ne payait plus ses dettes de guerre. Il est vrai que le traité de Versailles était complètement injuste, puisqu'on avait demandé en plus des francs or, de dédommagement, des milliards de francs or et tout. Enfin, l'Allemagne ne pouvait pas... je veux dire, concrètement, de toute façon, rembourser, c'était complètement de la folie. On essaie aussi dans un but, dans un état d'esprit vengeur, d'atomiser aussi l'Allemagne de l'après-guerre. Donc ça aussi, ça fait partie de la psychologie de l'entre-deux-guerres. Et donc, les Américains ont mis la pression, ont tapé du poing sur la table, parce que les Anglais, d'ailleurs, avaient refusé de se joindre à cette expédition franco-belge. L'Angleterre,
perfide Albion, hein. Et donc, les Américains ont tapé du poing sur la table et ont fait retirer les troupes. Et donc, on demandait aux Français, aux Belges de se retirer. Et à ce moment-là, il y a eu, je ne sais plus quelle grande réunion, et puis on a dit, bon, bah, hein, l'Allemagne, on va suspendre les paiements, mais nous, les Américains, on va les aider, etc., on va donner de l'argent. Et en fait, pendant ce temps-là, aux États-Unis, c'était la crise, vous savez, la fameuse crise de 29. Hein, donc c'était une crise terrible. Hein. On a connu, vous savez, c'est à l'époque où on a construit, on a volé tout l'or des Américains. Hein. On a construit Fort Knox avec Roosevelt ensuite, qui a, qui a interdit la possession de l'or, et puis on a comme ça aspiré tout l'or des Américains. Donc à la même période, les États-Unis traversaient une crise absolument monumentale. C'est la Seconde Guerre mondiale hein, qui est venue sauver les États-Unis. Hein. Ne soyons pas, n'ayons pas peur des mots, puisque la Seconde Guerre mondiale a redopé évidemment toute l'industrie américaine, mais de façon spectaculaire. Et donc, comment dire, cette crise économique a fait qu'il y avait, parce qu'on sait très bien, elle a été aussi provoquée, et donc il y avait tout un tas de capitaux disponibles avec ces banquiers qui avaient fait des marches phénoménales sur évidemment leurs avoirs d'or. Hein. Et donc c'est avec cet argent-là qu'on a aussi relevé l'Allemagne. Voyez. Donc c'est du cynisme absolu, quoi. C'est diabolique, voire machiavélique. Alors vous me dites quoi? Groove Shack, pour justifier leur guerre un peu partout dans le monde, les USA développent au cinéma depuis quelques années beaucoup de Marvel. Je ne sais pas si vous avez remarqué, comme s'il fallait, avec les Marvel, masquer leur arrogance et leurs crimes au Moyen-Orient ou même ailleurs. C'est étrange ce développement de super-héros au ciné. C'est Groove Shack, ouais, c'est toujours... Bah, l'Amérique aussi, elle aime bien se targuer toujours de... Vous savez, le super-héros, le bien. Hein, c'est l'Amérique, c'est le bon. Ils ont divisé le monde en deux, hein, les bons, les méchants. Hein, et eux représenteraient évidemment le bon dans toute sa quintessence. Et le reste de l'humanité, en particulier les Arabes, sont méchants. Donc, avec cette simplification du monde, hein, ils ont rendu le monde simpliste, donc le monde en deux, les bons, les méchants. Et eux, évidemment, sont du côté des bons. Hein, les États-Unis se targuent comme ça toujours d'être les super-héros du monde, ceux qui vont sauver le monde, arriver toujours au bon moment. Vous savez, on vous fait toujours ce remake dans les films téléphonés de Hollywood. Hein, d'ailleurs, le film, c'est un peu comme la télévision. Hein, on va même plus les voir. Hein, c'est genre de navet absolu. Voilà. Bon, alors ils ont quand même, j'avoue, beaucoup de talent dans la technologie 3D de synthèse qui donne des images magnifiques et des films absolument sublimes du point de vue de l'image, mais absolument désolant du point de vue de la propagande et du message, quoi. C'est ça qui est assez dramatique. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Nous croquons avec amertume les premiers fruits de ce nouveau paradigme du libéralisme omniprésent, du capitalisme omniscient, du progrès omnipotent. Ne nous plaignons pas d'avoir déraciné les arbres, arraché les fleurs et gâché les fruits du paradigme de la tradition. Voilà. Bah oui, mais on force, parce qu'on nous parle de modernité, hein, on y va, c'est toujours au forceps hein, pour aller enterrer la tradition. Hein, puisque tout ce qui est traditionnel est mauvais par nature. C'est comme ça qu'on a un peu élevé les nouvelles générations, hein, par la ringardise absolue, la nouveauté perpétuelle, hein, comme si tout pouvait avoir une renaissance immédiate. Voilà, ça aussi, ça fait partie de l'immédiateté et l'espèce de perpétuelle jeunesse. Hein, donc tout ce qui est vieux est ringard. Donc forcément, la tradition, on ne s'y intéresse même pas. Elle est ringarde d'office. Vous voyez, c'est comme dans la novlangue avec les tasers idéologiques. Voilà, c'est ringard d'office. Hein, la tradition est forcément ringarde, par définition. C'est ça qui, en changeant le sens des mots, ils sont arrivés à effectivement modifier les perceptions de l'esprit. C'est ça le plus dangereux finalement, et même dans cette américanisation. Américanisation, absolument, voilà, on en parlait l'autre fois, les t-shirts, etc. Ça, absolument, vous allez bien voir que tous les t-shirts, tout ce que vous portez, c'est toujours avec des drapeaux anglais ou des drapeaux américains. Peut-être même un drapeau canadien ou australien. Mais certainement pas un drapeau français.
Ça, vous en voyez plus. Ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus de t-shirts avec des drapeaux français ou des inscriptions en français. Ça pourrait être des choses écrites en français. Non, c'est terminé. C'est New Wear, machin. C'est impossible. Alors, la troisième guerre mondiale qui va débuter en Ukraine résoudra les crises de 2008 qui n'a toujours pas réellement explosé. Heureusement que l'Europe, c'est la peur des sauvés. C'est Daniel qui nous dit ça. Ouais, ouais, la troisième guerre mondiale, espérons encore quelques années quand même, qu'on soit un petit peu plus nombreux à être conscients quoi, de danger de la situation actuelle, c'est clair. RAF54, il nous dit, niveau domination politique, il y a la French American Foundation, qui est une branche du CFR. Nos principaux politiques y sont liés, Hollande, Montebourg, Belkacem, Fillon, Pécresse, sans compter des journalistes. On trouve un lien entre Soros, le gouvernement français et les Femen. C'est RAF54. Oui, la fameuse French American Foundation, hein, financée, oui, par Rockefeller, Soros, etc., parrainée par Kissinger, et qui coopte toute la fine fleur, on va dire, de l'intelligentsia française. Effectivement, on aurait pu citer aussi Nathalie Kosciusko-Morizet, Laurent Wauquiez, on aurait pu citer encore Hakim Karawi, on aurait pu citer, oh là là, il y a tellement de gens qui font partie effectivement et qui sont dans les hautes sphères, alors médiatiques ou politiques, ou dans des grandes entreprises. Et donc ces personnes appartiennent à ces réseaux et qu'on ne vienne pas nous raconter de salade. Ces réseaux ont une influence, puisqu'on voit bien que les personnes qui sont à chaque fois à des postes stratégiques et qui appartiennent à ce type de réseau ont des politiques qui vont clairement dans le sens atlantiste. Faut pas nous raconter de salade. C'est à chaque fois, je suis désolé, mais vous prenez la liste des gens qui appartiennent à cette organisation, vous n'allez pas trouver une seule personne qui est dans une mouvance, ne serait-ce que souverainiste. Ah si, il y a Nicolas Dupont-Aignan, mais il paraît qu'il n'en fait plus partie. Hein, donc ça, il a longuement expliqué. Bon, là-dessus, bon, c'est vrai que c'est la pierre dans le jardin de DLR, si j'ose dire, cette affaire. Alors, Obama qui met en garde l'Ouganda contre un pas en arrière sur l'homosexualité. Venezuela, poursuite des violences. Obama menace l'Ukraine. Obama envisage de verser des salaires aux rebelles syriens. Iran, ferme avertissement d'Obama aux entreprises françaises. Obama envoie une militante des droits homosexuels dans cette délégation. Super gendarme. Ouais, Obama, il est chaud en ce moment. Voilà. C'est le retour des États-Unis. Hein. Je crois que on a de toute façon, ils cherchent, on a l'impression que c'est ce gros événement. Hein, voilà, une espèce de choses, effectivement, pour un peu justifier leur guerre. Vous savez, un peu comme une espèce de personnage un peu méchant qui viendrait et puis qui vous ferait des gestes. Il veut provoquer la réaction, il veut provoquer, on a l'impression, la chose qui fera tout déclencher. Ça ne laisse aucun doute, hein, de toute façon, sur la stratégie et l'agenda des États-Unis de continuer cette domination. Ça me paraît évident, ils ne vont pas arrêter en si bon chemin. Et finalement, c'est ce qui fait, qui est assez effrayant, c'est de se dire, on ne pourra les stopper que par une grande guerre. Parce qu'on ne voit pas de quelle façon les États-Unis vont s'arrêter, ils ne vont jamais s'arrêter. On le voit bien, ils ne s'arrêteront jamais. Parce que par définition, de toute façon, un empire, pour survivre, il faut qu'il s'étende. Donc ils s'étendent. Ils ne cessent jamais de s'étendre. Avec à chaque fois le cortège, évidemment, de destruction, hein, le cortège on va dire, de déstabilisation. Je veux dire, il y a un pays qui déstabilise quand même toute la planète. Il faut se rendre compte de ça. Il n'y a pas 10 pays qui déstabilisent la planète. Hein. C'est quand même assez incroyable. Alors, il y a Maxno qui dit, quand les armées autrichiennes se sont effondrées en 1916, l'ordre à l'armée française des Balkans de ne pas s'engouffrer, ceux qui auront totalement enfoncé le sud de l'Allemagne, est venu de Clémenceau. Pas de lieu, par contre, il était maçon. Alors, Maxno, oui, sauf que Clémenceau, on le sait aujourd'hui, c'est un agent britannique. Et cet épisode, tu fais très bien de le préciser, c'est vrai qu'on aurait pu mettre à genoux directement les Autrichiens et envahir le sud de l'Allemagne. Ça aurait été terrible. Eh bien, bien sûr, c'est Clémenceau qui a donné ordre. Et pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que ce soit justement les Français, hein, qui mènent ça. Ce sont encore les Britanniques à la manœuvre. Le Clémenceau, c'était un agent britannique. Et il ne voulait pas que ce soit justement ce contingent français qui puisse renverser
l'Allemagne et prendre le dessus. Encore une fois, on s'est fait avoir. Même Clémenceau, on sait très bien dans les négociations du traité de Versailles qu'il a fait... Il a obéi aux intérêts britanniques complètement. Oui, il aurait pu récupérer la Sarre, on le sait très bien. Hein. À l'époque, il aurait pu la récupérer. La France était en droit de le demander, de dire je veux établir une frontière avec l'Allemagne sur le Rhin. C'était le droit absolu. Personne n'aurait pu lui refuser. Wilson l'aura accepté, tout le monde l'aura accepté. Ils n'ont pas voulu. C'est évident, c'est évident. C'est clair et net que Clémenceau était un agent à la solde des Britanniques, et c'est bien pour ça. Ça fait partie intégrante du réseau. Comme quoi ce réseau, il est arrivé bien avant la French American Foundation. Ça a commencé déjà même avec Napoléon III, on sait très bien, qui en bavait pour la reine Victoria et qui était complètement béat. Et on est parti faire une expédition au Mexique pour les beaux yeux de l'Angleterre. D'ailleurs, regardez dans quoi on s'est engouffré. On s'est engouffré dans cette guerre avec l'Allemagne. On a fini par perdre l'Alsace-Lorraine. On s'est fait complètement avoir. Donc, la France qui s'allie avec la Grande-Bretagne, c'est contre nature. Parce qu'à chaque fois, on suit l'intérêt de la Grande-Bretagne. Je suis désolé. Et on se fait avoir, mais complètement avoir. Alors, qu'est-ce que vous dites? Vous avez vu ce qui se passe en Ukraine? Ils nous feront le même coup qu'avec la Syrie. Notre Fabius a presque pleuré comme pour la Syrie. Ils ne font plus l'effort de prendre pour des cons. C'est que le 30. Voilà, ils nous font le même coup. Bah oui, on sent, voilà, à chaque fois, c'est bien rodé. Ça, c'est vraiment bien rodé, toujours. Ça commence par des troubles. Et puis, on l'a vu. Moi, je vous invite aussi à aller voir les articles. Charlie, il a fait un super article dessus sur Nouvelles du Front. Pour ceux qui ont Facebook, vous pouvez aller voir son article. Il est magnifique. Et il explique bien, voilà, on avait Thierry Messon aussi qui nous a bien expliqué la situation en Ukraine. C'est un coup d'État comme en Syrie, et toujours avec les mêmes techniques. On s'appuie sur des forces extrémistes. Alors, quand on est dans le cas syrien, c'est djihadistes, c'est takfiristes, les wahhabites, tout ce que vous voulez, tout cet islam extrémiste complètement fou, radical, ces gens qui coupent des têtes, qui font du cannibalisme. Et puis là, c'est pareil, on est parti prendre la lie ukrainienne, c'est-à-dire l'extrême droite nazie, mais la vraie, pas les nazis, pas les fascistes comme on parle en France, non, des vrais néo-nazis, quoi. Voilà, ça s'appuie sur ces gens-là qui sont armés, cagoulés, qui tuent des gens, ils tuent les policiers, vous voyez. C'est vraiment pour monter la situation en guerre civile. Il ne s'agit pas de simples troubles, de petites manifestations, de manifestants pacifiques. D'ailleurs, on la connaît, celle-là, c'est exactement la même rhétorique, le même discours pour la Syrie. On nous parlait de manifestants pacifiques. Et puis qu'est-ce qu'on apprenait? Qu'il y avait des policiers qui se faisaient shooter par des snipers. Et là, on a vu la même chose, mais exactement la même chose en Ukraine. Regardez les images, vous voyez des snipers, des gens armés, cagoulés, etc. On ne nous parle pas de manifestants pacifiques, sympathiques, qui veulent rentrer dans l'Union européenne. Alors c'est ces gens-là qui veulent rentrer dans l'Union européenne, des manifestants cagoulés, armés. Et puis je vous ferai remarquer les images, regardez où vous regarderez. Il y en a qui ont déjà des badges, comme en Syrie, comme en Libye. Ça doit nous interpeller. On nous parle toujours de grands mouvements citoyens, de gens comme ça, c'est le boulanger, le coiffeur et l'épicier qui se sont mis ensemble. Alors c'est les rois. À chaque fois en Syrie, en Libye, on nous a fait le coup. Il y a toujours un reportage où on vous montre le mec, alors le boulanger qui construit son petit fusil et puis il part à la guerre. Alors on vous montre un plan, le mec il est derrière un mur, on voit rien et puis il tire et tout. Ouais, c'est dur la guerre, c'est dur la vie. Et là c'est un peu la même chose. Donc ce sont des rebelles sympathiques. Mais alors ces rebelles sympathiques, c'est vachement marrant parce qu'ils ont des uniformes tout neufs et des uniformes militaires. Alors j'aimerais dire des uniformes militaires tout neufs. Ils ont des badges. Les mecs ont déjà des badges. Les mecs, ils ont des badges. Comment est-ce possible? Qu'on explique comment l'épicier, le coiffeur, ils ont pu réussir à avoir des uniformes neufs et des badges. Et puis les armes aussi. Il faut voir les types d'armes. Donc ils ont des fusils, les mecs, mitrailleurs, des fusils d'assaut, des choses qui sont réservées aux militaires. Alors comment l'épicier, il arrive à se fournir comme ça en armes de guerre? C'est quand même extraordinaire. Il faudrait qu'on pose un peu les questions quand même. Voilà. Alors, là, je remonte un petit peu. Alors,
Le mode de vie américain flatte l'ego des gens et les gens aiment ça. Ils se complaisent dans la médiocrité pourvu qu'ils soient tendance et fashion. C'est le culte de l'apparence. Les Américains ont investi dans les champs neurolinguistiques et du neuromarketing depuis belle lurette. Ils connaissent précisément le fonctionnement du cerveau. En quelque sorte, ils nous manipulent. Voilà, Geoffrey, ben, c'est exactement ça. Ils ont effectivement ils ont retourné le cerveau des gens pour ne les faire s'aimer qu'eux-mêmes. On est tombé dans l'adoration de soi, vous savez, l'espèce de surmoi complètement, complètement surexposé, complètement. Voilà, tout pour le surmoi. Hein. Et dans ce tout pour le surmoi, évidemment, c'est tous les plus vils instincts, les plus bas instincts qui remontent, puisqu'il n'y a plus. Alors là, vous êtes dénué d'esprit critique. Hein. Aujourd'hui, on pense pour vous, hein, la télé pense pour vous. Hein. C'est un peu le principe chez nos concurrents, hein, si j'ose dire. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Les États-Unis, la seule grande puissance qui n'a pas eu de guerre sur son territoire, donc ils n'ont pas eu à reconstruire comme le Japon, l'Allemagne, la France, la Russie, la Chine. Ça a certainement contribué à creuser le fossé entre eux et les autres puissances. C'est RAF 54. C'est un fait évident. D'ailleurs, c'est aussi peut-être le fait pourquoi les États-Unis, ils aiment mal faire la guerre chez les autres, mais que chez eux, comme ils n'ont pas connu la destruction, la guerre, ils ne savent pas. Alors c'est pour ça qu'ils ont été traumatisés avec l'histoire du 11 septembre. On leur a fait, ils se sont dit, on va faire une démolition de 2 buildings, les mecs, ils vont pas s'en remettre. Ah, bah, c'est clair. Mais ils n'ont pas connu, effectivement, de guerre proprement dite, à part la guerre de sécession, la guerre d'indépendance. Mais alors, si j'ose dire, guerre civile, guerre fratricide, en tout cas pas de la guerre contre une armée étrangère, et encore moins une armée d'occupation. Donc, s'il y a eu les guerres avec le Canada, accessoirement, vous savez, les Canadiens étaient venus brûler la Maison Blanche. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a appelée la Maison Blanche, parce qu'on l'a repeint, comme elle a été brûlée. Enfin, c'est pour dire, ils n'ont pas connu effectivement d'occupation, de guerre chez eux.